Bonjour, bonne année et bienvenue à cette conférence qui a pour titre La dyspnée existentielle, comprendre et soigner le désespoir. Je me présente, Sam Daniel, directeur de la Direction de développement professionnel continu à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Tin Ngo Minh, directeur du DPC à l'Association des psychiatres du Québec et professeur adjoint au département de psychiatrie à l'Université d'Ottawa, d'où il a d'ailleurs gradué. Le docteur Ngo Minh s'est surtout spécialisé dans les soins communautaires aux patients souffrant de psychose, au programme de suivi intensif dans le milieu SIM, puis au programme des premiers épisodes de psychose en Outaouais. Il est le fondateur de la clinique L'Équilibre au Centre de rétablissement intersection à Gatineau et de repsychose.org. Recherche et enseignement sur les pratiques innovantes dans le traitement de la psychose. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous notre président, le Dr Vincent Oliva, qui va vous adresser quelques mots. Voici la déclaration de conflit d'intérêts de nos invités. Prochaine diapo. Merci. Et un message très important. La présente activité est à visée pédagogique uniquement. Donc, la reproduction ou la diffusion de son contenu est interdite sans l'autorisation de notre conférencier. Et avant de céder la parole, permettez-moi de vous transmettre quelques informations d'usage. Premièrement, je vous invite à écrire vos questions dans la boîte de clavardage. Nous allons les transmettre à notre conférencier. Puisque nous avons presque 800 personnes avec nous ce midi, nous allons essayer de répondre au plus de questions possibles. Nous vous assurons que pour les autres questions, nous aurons soit un document questions-réponses ou un autre webinaire pour y répondre. Et je vous rappelle que ceci est une activité de formation collective agréée en section 1, au sens que lui donne le programme de maintien du certificat du Collège Royal. Et vous pouvez aussi clairement déclarer cette heure comme une activité reconnue pour le Collège des médecins du Québec en section A. Je vous rappelle la date limite pour consigner vos crédits dans Mainport, c'est le 31 janvier. Si vous n'avez pas tous vos crédits pour l'année dernière, ne pas vous en faire, il y a des tonnes de crédits dans Méduse et tous nos webinaires sont accrédités, donc je vous invite à les écouter. Si vous avez besoin d'un support pour votre DPC, nous sommes là pour vous soutenir, pour vous épauler dans ça, donc n'hésitez pas à me contacter ou notre équipe à dpc@fmsq.org pour vos questions en lien avec les crédits. Alors, notre web diffusion maintenant va débuter avec un mot de notre président, le Dr Vincent Oliva. Bonjour à tous. Donc, écoutez, on vit des circonstances qu'on ne choisit pas, qui sont difficiles avec cette autre vague COVID qui ne cesse d'augmenter. Et on est très conscient sur le terrain que c'est difficile à gérer. Mais je tenais à vous souhaiter la bonne année et à vous dire merci pour tous les efforts que vous faites. On est bien conscient que les difficultés du terrain sont partagées par tous et on est présent sur les différents comités avec le ministère. On est en contact avec la santé publique, avec le cabinet du ministre de la Santé. On essaie de participer à l'effort pour améliorer l'état du réseau. Mais c'est pas facile. On sait que c'est un réseau qui est gros, qui est grand, et les choses ne se changent pas sur un dissous, comme on dit. Mais on fait des efforts. Je tenais aussi à vous remercier pour la réponse que vous avez eue face à la demande pour participer à l'effort de vaccination. Il y a beaucoup de médecins qui ont levé la main. On est conscient aussi qu'il y a certaines difficultés pour vous inscrire. Donc, vendredi passé, on vous a dirigé les liens pour contacter directement les personnes pour que vous ayez, comme on dit, un fast track pour faciliter les choses. Mais si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à écrire à l'adresse info@fmsq.org pour nous en faire part, puis on va essayer de
d'améliorer, si on veut, le fonctionnement de votre implication. Mais encore une fois, je voulais vous remercier parce que ça a été quand même souligné publiquement par le ministre de la Santé. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse au webinaire en vous souhaitant encore une fois une bonne année. Merci beaucoup, Dr. Oliva. Puis merci pour votre leadership et votre travail sur le terrain. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de vacances et vous travaillez très fort. Donc, au nom des membres, un gros merci. Nous allons passer maintenant à la diapo suivante. Donc, juste pour vous rappeler les objectifs d'apprentissage de ce webinaire, c'est de reconnaître les causes communes du désespoir et de l'inertie au changement, tant chez nos patients que chez nous-mêmes, d'identifier les outils thérapeutiques du psychiatre, entre guillemets, parce que nous avons tous besoin d'outils thérapeutiques pour favoriser l'adoption et le maintien de résolutions nécessaires à l'atteinte de son équilibre et d'illustrer l'application de ces outils au quotidien avec ou sans le soutien de ses pairs. Alors, sans plus tarder, j'accueille maintenant notre conférencier, Dr. Tin Ngo Minh. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir de vous avoir. Alors, c'est à mon tour de vous remercier. D'abord pour vos souhaits, Dr. Oliva, et pour toute l'opportunité que le DPC FMSQ m'offre à vous présenter ici avec beaucoup d'humilité que j'accepte. En fait, ça me cause du stress. Genre, je m'affiche dans ma vulnérabilité et cette vulnérabilité que j'accepte et toute cette gratitude que j'ai en vous, là, et vous l'avez exprimé aussi par vos grands remerciements. Ce sont déjà des ingrédients au mieux-être. Alors, j'ai déjà débuté ma présentation en vous remerciant. Alors, et je voulais aussi prendre le temps de dédier cette présentation à mon frère qui est médecin de famille aussi et qui vit beaucoup de stress comme tous les médecins et collègues du Québec. Et je pense à mes amis qui, depuis des années, avant même le début de cette pandémie, ont parlé déjà de cette fatigue et ont cherché déjà des solutions. Et mais tout ce défi de la pandémie, je pense qu'il y a eu du bien là-dedans, du bon là-dedans. Ça nous donne cette énergie pour être solidaires, pour trouver des solutions innovantes ensemble, pour s'aider les uns les autres. Et ma présentation d'aujourd'hui, j'ajoute à une collection d'autres présentations faites par beaucoup de mes collègues sur le thème. Et j'espère qu'elle va vous rejoindre. Sinon, il y a beaucoup de façons d'aborder son mieux-être. Il faut pas lâcher. Il faut visiter les différentes options et celle qui fonctionnera, c'est celle qui va vous atteindre et va vous amener à travailler à un changement éventuel. Alors, débutons immédiatement par le sujet principal qui est le désespoir, que j'ai aussi appelé cet étouffement existentiel. Je pense que tout le monde y a senti un peu. Alors, le désespoir, c'est évidemment lorsqu'il n'y a pas d'espoir, lorsqu'il y a un sentiment de manque de solution. Et ne pas avoir d'espoir, c'est en fait ne pas avoir confiance en l'avenir. Ne pas avoir confiance que dans le futur, on pourrait être libre. Et il y a beaucoup, quand on parle de liberté, ce n'est pas seulement une liberté somatique, de santé ou liberté de mouvement, d'expression, c'est toutes sortes de libertés et je vous en parlais à l'instant. Alors, la liberté est en fait de l'oxygène pour l'âme. Alors, on peut se sentir emprisonné parce qu'on est malade de culpabilité. On se sent, on se dit qu'on pourrait travailler davantage, que des gens dépendent sur nous et on ne peut pas offrir cette aide aux gens et on peut se sentir affecté par la culpabilité. À ce moment-là, on n'est pas libre. La liberté, évidemment, avec toutes sortes de contraintes actuelles, on peut se sentir contraint de travailler. Certaines autorités peuvent nous dire de le faire aussi. Et tout d'un coup, on se sent pas libre. On a décidé d'orienter notre vie d'une certaine façon parce qu'on a une identité particulière. On a nos aspirations.
on a nos ambitions et parfois la vie nous empêche de travailler, d'avancer dans la direction qu'on souhaite. À ce moment-là, on ne se sent pas libre d'être qui on est ou de faire des choses qui nous font du sens. Alors, vous voyez comment le désespoir doit évidemment être soigné par de l'espoir. Et dans ces courtes équations, on s'aperçoit que l'espoir, c'est en fait un mélange de confiance et de liberté. Alors, ça, c'est mon petit logo de ma clinique. Et qu'est-ce qu'il représente? Alors, ceci est en fait une traduction libre de ma part d'un concept qui est très, très connu dans la littérature sur le rétablissement en Angleterre. Alors, une littérature bien fournie qui existe depuis au moins une vingtaine d'années, où on parle de rétablissement en santé mentale. Mais vous voyez comment la santé mentale, ça affecte tout le monde sur la Terre. Et ce sujet est le nôtre aussi, comme soignant. Alors, en Angleterre, ils ont appelé ça le SHIM. J'ai traduit ça par autodétermination, identité, lien social, espoir et sens. Ceux-ci sont des éléments qui sont liés à la liberté. Évidemment, quand on sent qu'on peut s'autodéterminer, choisir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut penser, notre attitude devant les choses, on est libre. Alors, la liberté est en lien aussi avec une liberté de notre identité, de comment on veut se définir, la liberté d'être en lien avec les autres, une liberté, l'espoir nous permet d'être libre et être libre nous donne de l'espoir aussi. Et vous voyez comment le sens aussi est en lien avec la liberté. Alors, liberté et santé, alors ce sont des ingrédients universels pour être libre, ces L, A-I-L-E-S, et ça nous permet d'être libre et en santé. Et une fois davantage libre en santé, on réussit à travailler davantage ou à se forger une identité plus forte, à être plus en lien avec les autres, plus solidaire et trouver un sens plus grand. Alors, voici déjà certains ingrédients sur lesquels je vais aborder plus tard, sur lesquels vous pourrez travailler pour vous soulager de cette dyspnée existentielle. Alors, automatiquement, on n'a pas besoin d'études très exhaustives pour savoir ce qui nous affecte dans ces temps difficiles. Alors, le travail, évidemment, la famille, le manque de temps pour soi, le manque de ressources. Vous pourriez ajouter d'autres boulets ici, d'autres fardeaux. Mais en général, quand je vois mes patients, c'est souvent les sujets qu'on aborde le plus et on n'est pas trop différent de nos patients non plus à ce sujet. Okay? Mais les études le montrent aussi. Une étude parue il y a 3 ou 4 ans, qui vous dit cette évidence. Qu'est-ce qui cause ce burn-out chez les professionnels de la santé? Alors, trop travailler, ce débalancement entre la vie familiale et le travail, le sentiment d'un manque de soutien, manque d'autonomie, donc cette manque d'autodétermination et cette manque de liberté et la perte de sens. Alors, encore une fois, ces sujets sont universels, on aurait pu les deviner, mais les études le montrent. Et ce court tableau vous donne aussi certaines solutions ici. Vous pourriez essayer de lire ces solutions, parler vous voyez, vous attarder davantage au self-care, faire du mindfulness, tout ça. Ce sont que quelques mots qui expliquent des grandes thérapies ou des grandes façons d'être. Je pense qu'il faut aller au-delà de simplement lire la littérature et essayer d'appliquer ces éléments-là, d'où des présentations de ma part et d'autres gens qui sont intéressés par le sujet de la santé des médecins. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il ne faut pas arrêter d'en parler. Alors, quels sont ces outils du psychiatre? Alors, on reprend cette image-là, cette équation simple qui dit que le désespoir
doit être accueilli ou soigné par de l'espoir. Alors, c'est le travail au quotidien de ma part. Je suis sûr que c'est le travail au quotidien de votre part aussi avec vos patients, que vous soyez médecin de famille, chirurgien ou anesthésiste. Vous accueillez le patient. La personne a besoin de vous, avant même de dire un mot, vous avez déjà un impact sur la personne parce que la personne a déjà investi beaucoup d'espoir en vous. Elle sent que vous pourrez améliorer sa vie et lui redonner une certaine liberté, une certaine confiance. Ensuite, vous devez exercer évidemment une certaine autorité qui vient évidemment de votre expertise. En fait, le patient cherche cette autorité-là, cherche votre expertise et s'en abreuve. C'est déjà un traitement. Alors, elle attend de vous, elle veut profiter de cette confiance que vous avez. Alors, on fait la même chose en santé mentale. On accueille la personne dans sa détresse et souvent, on est parmi les rares personnes à qui la personne se permet de partager sa vulnérabilité. Alors, on doit créer ou favoriser cet espace de vulnérabilité où le patient peut se sentir vulnérable et être elle-même. Mais ensuite, une fois qu'on l'a accueilli, il faut on exerce un certain leadership dont le patient s'attend. Et ce leadership-là, bienfaisant, c'est un peu la thérapie. C'est en grande partie la thérapie en santé mentale. Évidemment, il y a plein de techniques thérapeutiques et nos approches, c'est toujours bio-psychosocial. Alors, il y a la médication aussi, il y a des approches psychologiques et tout. Mais en gros, c'est notre travail et voilà. Alors, la présentation d'aujourd'hui s'adresse surtout aux soignants et vous avez un double rôle. Vous êtes vous-même votre propre médecin et votre propre patient. Alors, l'idée, si vous êtes si bienfaisant avec vos patients, en théorie, vous pouvez aussi être très bienfaisant avec vous-même. Alors, il y a plusieurs présentations sur la santé des médecins. Je pense qu'un dénominateur commun de ces présentations-là, c'est souligner cette incongruité-là, le fait qu'on est si présent pour les autres et comment ça, on n'est pas si présent pour soi-même. Alors, juste ce message-là, si on se le rappelle régulièrement, c'est une pression à être plus bienfaisant à soi-même. Déjà, c'est bien. Mais dans ce double rôle, il faut nécessairement être humble. Alors, pouvoir être gentil avec soi-même, hein, si on est un soignant pour soi-même, il faut être gentil avec soi-même. Hein, des fois, on a envie de brasser nos patients, leur dire pourquoi vous ne faites pas attention à votre santé, pourquoi vous mangez encore ça, pourquoi vous ne faites pas d'exercice. Et souvent, on se freine volontairement de le faire parce qu'on veut on veut avoir la compassion pour nos patients. On sait que c'est difficile et il faut exercer cette même compassion envers nous-mêmes et se permettre d'être relativement gentil avec nous-mêmes, mais quand même être un leader pour soi-même et des fois se botter le derrière pour changer. Okay? Et pouvoir être son propre patient aussi, c'est évidemment, il faut travailler sur cette humilité-là, accepter qu'on a des vulnérabilités. Donc, comme je vous ai dit, les outils du psychiatre, nous, on utilise beaucoup les approches bio-psychosociales. Évidemment, aujourd'hui, je ne vous parle pas de la médication. Hein, il n'y a pas un médicament particulier pour les soignants qui fonctionne mieux que pour la population en général. Je vais vous parler surtout de cette responsabilité du bien-être. Okay? Alors, c'est le bio-psychosocial et aussi qu'est-ce que les facteurs externes ou qu'est-ce que des psychologues ou le soutien social peut nous aider, mais il y a aussi un travail qu'on peut faire par nous-mêmes. Il s'agit de cette responsabilité-là. Évidemment, on pouvait penser à l'exercice, à une routine de vie, à une bonne alimentation, à être en contact avec les gens pour votre mieux-être. Mais il y a aussi certaines décisions existentielles de vie qui doivent être prises pour son mieux-être. Et on va aborder ça. Alors,
on est responsable de notre mieux-être, comme on le dit à nos patients. Ils sont en partie responsables de leur mieux-être, ils doivent changer de quoi dans leur vie, mais quoi changer? Alors, et cette question-là amène une autre question qui est de reconnaître les obstacles au changement. Et vous l'avez fait cet exercice-là dans votre vie pour vous-même ou certainement avec vos patients. Hein? Et l'idée, c'est... Alors, je vous donne un peu la raison pourquoi les psychiatres posent trop souvent ces questions pourquoi, de différentes façons. C'est parce qu'on veut chercher la source de la douleur, de la peur, qui sont en fait ces obstacles au changement. Alors c'est une petite allusion au nouveau film de Matrice qui sort. Alors, on veut suivre le lapin, c'est le lapin de la douleur. Et des fois, il faut être accompagné pour traquer ce lapin de la douleur, de la peur, de la culpabilité, pour reconnaître que souvent, alors j'amène ici des thèmes communs chez les soignants, mais chez toute personne aussi, les gens ont peur de décevoir, hein, ont peur de déplaire. Alors, on pense aux autres, on peut être une personne gentille, mais des fois, en craignant de déplaire aux autres, on peut se déplaire à soi. On a certainement peur de faire du tort. On est très gentil, surtout les soignants. On ne veut pas faire plus de mal que de bien. Alors, ça, c'est le lapin. Et cette peur-là amène nécessairement une douleur, parce que la contrepartie, c'est si on se soucie tant des autres, des fois, on peut s'oublier soi-même et on est alors dans une perte de liberté. Hein? Si je dois afficher un sourire pour ne pas déplaire aux autres, ben je me déplais à moi-même en étant pas totalement authentique avec moi-même. Alors, je dois m'effacer pour pouvoir bien m'afficher devant les autres. Alors, dans ce cas, cette douleur est en lien avec cette perte de possibilité d'être soi-même. On est sensible nécessairement au jugement des autres parce que on se soucie de cette idée de plaire aux autres et si la personne nous montre qu'elle est déplu, on peut le sentir et éventuellement, au fil des années, on apprend nous-mêmes à être notre propre bourreau, à être notre propre critique envers nous-mêmes. Et c'est la difficulté de beaucoup de soignants, surtout dans ces temps-ci. On a l'impression que le personnel de la santé a beaucoup à faire, doit être solidaire. Alors, des fois, on peut être plus sensible à ces messages qui nous disent qu'on doit travailler davantage et tout le kit. Alors, on peut être davantage sensible à cette critique ces temps-ci. Alors, cette critique amène cette pensée automatique chez le soignant qui dit « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez productif, la société me dit que je ne travaille pas assez, que en fait, qu'il devrait y avoir des conséquences ». Cette pensée amène nécessairement une émotion négative. On ressent la pression, on se sent triste qu'on soit triste puis qu'on sente qu'on soit nous-mêmes dans la plainte. Et on peut tomber dans ce sentiment négatif de désespoir. On peut être en colère contre soi-même, donc on peut être en colère contre les autres. Les affects négatifs comme la colère n'est pas très bien perçu dans la société et on peut se sentir coupable d'être triste ou être en colère. Alors, vous voyez comment il y a plusieurs couches d'affects négatifs qui peuvent s'ajouter une par-dessus l'autre et c'est une spirale négative. Et pour essayer de compenser ça, on peut chercher à se prouver, à compenser, à travailler davantage. Alors, pour les gens qui se rappellent bien des théories en psychiatrie, il s'agit du modèle cognitivo-comportemental. Alors, une pensée amène une émotion qui amène un sentiment. Et voici comment, voilà un modèle de la genèse de ce désespoir. Alors, cette autocritique ou pression en soi-même, c'est la source de la douleur. Les idées communes est en lien avec
les idées négatives qui amènent ce désespoir, c'est le sentiment de ne pas avoir de temps, de se dire je ne suis pas libre, c'est la fin du monde, il n'y a pas de solution, tous dépendent de moi. Alors, vous voyez comment ces idées qui sont très, très communes, je peux vous dire chez moi-même et probablement chez vous aussi, peut amener cet étouffement-là, peut-être pas le désespoir, mais un sentiment de perte de contrôle, une anxiété. Et comme toute chose négative, on cherche à s'en soulager par différents comportements. Hein? On peut essayer de compenser, de dire je vais régler ça dans le futur, les choses vont changer dans le futur et on peut compenser constamment pour voir que ces pensées-là et ce ressenti-là ne sera que exacerbé si rien n'est fait entre-temps. Okay. Alors, quelle est la solution? C'est un peu simple. Alors, si en santé somatique, s'il y a une bactérie, on peut utiliser un antibiotique. En santé mentale, s'il y a une idée pathologique négative, on essaie d'utiliser une idée positive pour la trouver le moyen d'augmenter l'espoir. Alors, s'il y a une pensée négative, il faut la compenser par une pensée positive, évidemment, qui doit être rationnelle. Et c'est rationnel. Alors, tout ça doit être discuté. Hein. On ne peut pas juste compenser une idée négative par une idée positive. Mais il y a une réalité au fait qu'on a du temps. Oui, on a du temps. Alors, ça doit être discuté. C'est sûr et certain que la Terre va continuer à tourner, qu'on soit là ou non. Alors, évidemment, ce n'est pas une idée pour rendre des gens déprimés. Au contraire, cette idée qui est une réalité devrait soulager ce sentiment qu'on est indispensable et que le monde repose sur nous et que c'est la fin du monde. C'est un fardeau très dur à porter. Alors, je suis libre, vous êtes libre, c'est sûr, sûr. Il y a des messages de la société qui semblent proposer que vous n'êtes pas libre ou les messages de vos proches qui semblent vous dire ou vous-même vous dites des choses qui vous font penser que vous n'êtes pas libre. Mais ultimement, vous êtes libre. Évidemment, ceci doit être discuté, doit être élaboré, peut-être en thérapie ou avec vous-même ou entre amis pour vous rappeler cette réalité existentielle universelle. Ce n'est jamais la fin du monde, il y a toujours des solutions. Vous voyez comment ces idées-là, qui sont la réalité, compensent des idées négatives et évidemment vous permet de renverser la vapeur, de lentement transformer les désespoirs en espoir et ensuite les comportements devraient suivre une fois que ces germes de pensée positive commencent à s'enraciner. Okay, alors, vivre optimistement, sans pression, librement, prendre le temps. Okay? Alors, si on parle de Disney, et je parle à beaucoup de médecins aujourd'hui qui ne sont pas psychiatres et qui connaissent très bien l'ABC. Alors, l'ABC, c'est pour vous rappeler, c'est l'être importante, arrêt, bienveillance et se connecter. Connecter et avoir confiance en l'autre. C'est un élément indispensable, je vais vous en parler tout à l'heure. Arrêt ne veut pas dire nécessairement arrêter de travailler. Alors, j'espère qu'après ce webinaire, vous n'allez pas vous donner votre démission. Pas du tout, pas du tout. Arrêt, c'est prendre un moment, comme vous prenez un moment ce midi pour m'écouter parler de ce sujet, qui, espérons-le, sera une autre germe de pensée qui va vous faire un peu de bien et vous amener à travailler un peu plus sur une bienveillance envers vous-même et peut-être connecter dans le cas où vous ne connecteriez pas assez. Alors, on va parler de ça tout à l'heure. Un arrêt, c'est prendre le temps de vivre le moment présent. Vous voyez, juste en prononçant ces mots, mon rythme de parole a déjà ralenti. Alors, je vis un peu plus le moment présent à ce moment-ci. Prendre une pause, prendre du recul. Que vous le vouliez ou non, la pandémie vous a amené à prendre une pause et un recul. Étonnamment, parce que vous courez beaucoup au travail, mais je suis certain que épuisé en fin de journée,
vous avez ces moments, peut-être avec des affects négatifs, mais peut-être aussi avec des moments alors que vous avez des affects plus positifs, où vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Et vous faites un peu le point sur la situation. Alors, c'est un arrêt qui a été obligé et qui devrait être salutaire. Pour se déconnecter un peu avec la situation. Okay? Des fois, ça va trop vite et on est toujours dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de penser. En rentrant chez vous, vous êtes seul ou en voiture, peu importe, vous avez du temps, vous êtes avec vous-même et c'est à ce moment-ci que vous vivez cet arrêt-là qui est très utile. Espérons-le, après la pandémie, vous aurez aussi ces moments d'arrêt pour réfléchir sur votre situation, pour pouvoir arriver au B, qui est cet oxygène pour l'âme, être bienveillant pour vous-même, avoir l'autocompassion. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous en parler tout à l'heure. Et c'est, encore une fois, je pense qu'on peut beaucoup s'aider soi-même en étant bienveillant envers soi-même, mais on a besoin aussi de nous abreuver de la bienveillance des autres, d'où le C de connecter et avoir confiance en l'autre. Alors, il y a eu beaucoup de formations par la FMSQ, notamment de Rachel Thibault, qui est une sommité sur le sujet, et elle parle régulièrement des C, qui veut dire aussi compassion et vivre le moment présent. Elle parle de centration, de contemplation, de création, de contribution, de connexion. Ce sont en fait des C qui nous rappellent qui nous orientent vers des activités d'arrêt. OK? Alors, il y a quelques exemples ici. Faire du vélo, c'est une activité de centration, contemplation, méditation. Faire la cuisine, c'est de la création, l'écriture. S'engager dans son travail, faire du bénévolat, collection. Alors, vous voyez, il y a des exemples très concrets et c'est là de Dr. Thibault peut vous rappeler, peut vous donner des idées sur comment y arriver concrètement. Hier, il y a un article de la presse qui parle justement de cet arrêt. Alors, je vous lis rapidement un des premiers paragraphes. La pandémie nous a permis un temps d'arrêt. Alors, c'est en anglais, on appelle ça un blessing. C'est peut-être c'est un cadeau peut-être de la pandémie, si j'ose dire ça. Et elle nous permet de prendre un recul et pour vraiment vivre ce A-là. Alors, je voulais vous rappeler que le A ne veut pas dire de vous retirer, mais peut-être prendre le temps de vous reposer, l'esprit, le physique, si c'est possible, pour réfléchir sur votre situation et aborder le B. Comment être bienveillant à votre égard? Alors, je reviens sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, qui sont des thèmes très, très communs pour le personnel soignant. J'ai l'impression que je n'ai pas le temps. Il faut compenser cette idée par l'idée que, en fait, oui, j'ai le temps, je suis libre, je m'aménage du temps, ou je m'aménage ma vie pour pouvoir avoir des moments de liberté et avoir le temps. Je me rappelle que je suis un grain de sable dans l'humanité, alors non pas pour se diminuer, mais pour se soulager de cette pression, puis dire, oui, la Terre va continuer à tourner et je ne devrais pas subir cette pression que je m'auto-impose. Ce n'est pas la fin du monde, il y a des solutions. Alors, à ce moment-là, plus que vous croyez en ces messages qui sont la réalité, mais l'espoir peut renaître et vous pratiquez à être plus résilient et vous croyez de plus en plus à cette idée que vous pouvez vivre sans pression, optimistement, librement. Ne plus avoir à tant compenser. Il faut aider certainement. Il faut contribuer puis vous donner plus que votre 100% depuis des années, mais il y a aussi des limites. Et voici une image que je vais amplement aborder avec vous pour vous rappeler comment appliquer cette auto-bienveillance sur vous-même. Alors, des fois, c'est utile d'avoir des posters thérapeutiques. Alors, comme psychiatre, je demande des fois à mes patients de se mettre des notes sur leur frigo. Comme soignant, je pense qu'on doit faire la même chose aussi. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez simplement aller sur ce site web-là et créer
propre posture en modifiant les paroles bienveillantes que vous pouvez avoir avec vous-même. Alors, connecter. Alors, vous avez tous vu ce vidéo-là qui est passé à la télévision et comme moi, vous avez probablement été... vous avez eu une réaction. Hein? C'est une personne qui est en Zoom avec des amis qui dit « Prends soin de toi, prends soin de toi ». Et à la fin, elle est seule devant sa propre caméra et se dit « Mon Dieu, je suis en train de me donner cette recommandation bienveillante envers moi-même. Et qui est là pour me soutenir, pour me dire « Prends bien soin de toi ». Alors, des fois, on a besoin, alors je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais pour l'auditoire qui voudrait la revoir, je pense que mon PowerPoint sera disponible et vous pourrez la revoir. Excusez-moi, j'essaie d'avancer mon PowerPoint. Ça fige. OK, excusez-moi. OK, oh, Si votre code, OK, pourquoi pas. si votre code, dites-toi, OK? Prends soin de toi. Bye bye. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles et même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Alors, c'est un message qui s'adresse à nous aussi, évidemment, et la réaction automatique que j'ai en voyant ça, c'est me dire, mon Dieu, mais qui prend soin de moi-même? Alors, c'est nécessaire, je pense peut-être indispensable, mais je presse pour ma paroisse ici, à un moment dans sa vie, peut-être que c'est ce moment-ci, de se permettre d'être vulnérable et de se permettre d'avoir l'aide de soutien externe, d'où le programme de la PAMQ. Alors, c'est être bienveillant envers soi-même, comme c'est bien, mais cette interaction-là expérientielle, à mon avis, est indispensable pour stimuler cette résilience et vraiment appliquer cette recommandation C-là de connecter et de faire confiance. Alors, les études le montrent, okay, que la résilience est connectée. Alors, sentir qu'on a du soutien, le social support ici, c'est une étude québécoise parue cette année, l'année dernière, qui montre l'impact de ces facteurs-là, qui va bien au-delà d'avoir accès au matériel de protection au début de la pandémie. Okay. Alors, en lien avec la résilience, je vais vous éviter de lire tout ça, mais c'est une échelle qui a été utilisée dans cette étude-là et qui dit que plus que les gens répondent positivement à ces éléments de cette échelle de résilience, moins qu'ils sont à risque de tomber dans le burn-out. Mais si vous lisez ces éléments, c'est plus des traits. Ça veut dire que c'est une façon d'être de la personne, comme un acquis, quelque chose qui est inné, qui l'aide à s'en sortir. Or, je pense que ce sont des éléments qui peuvent être travaillés. Alors, vous voyez comment c'est écrit ici, je peux gérer toutes les situations qui se présentent à moi. Alors, on dirait que c'est des traits, ce sont une façon d'être, mais les études montrent que cette résilience-là, ce n'est pas juste un trait, c'est quelque chose qui peut être travaillé, qui peut être renforcé, d'où la présentation d'aujourd'hui de ma part et de plein d'autres conférenciers. Alors, étude qui est sortie par Shanna Felt qui dit la chose. Alors, ça nous amène au D. Voilà, A, B, C, D, il y a nécessairement un D. Alors, vous sauvez des vies avec la BC, mais la personne ensuite doit apporter des changements dans leur vie pour éviter de faire une autre crise cardiaque. Alors, c'est le D, c'est la disposition. Le D ici, c'est la décision. Prendre une décision de changer de quoi dans sa vie. Il faut y travailler. Hein? Comme se rétablir, faire l'exercice, bien manger et prendre des pilules, peut-être. Alors, il y a une discipline, des devoirs à faire pour être résilient. Ensuite, on peut espérer
arriver au DPC, le développement personnel continu, avoir un different life. Alors, voici une citation que j'aime bien pour me rappeler que je suis en contrôle. On est souvent à une décision d'avoir une vie totalement différente. Alors, puisque le ABC est une théorie, le D est indispensable et c'est le sujet sur lequel beaucoup travaillé à travers les 10 dernières années de pratique avec mes patients pour voir comment ils peuvent appliquer cette théorie-là, parce que les psychiatres, comme vous voyez, on parle beaucoup, mais on veut aussi que nos patients changent. Et ce D-là est utile évidemment pour les patients et aussi pour nous-mêmes. Alors, je me trouve en fait très inerte dans mon changement et ça prend beaucoup de temps à changer. Et je me suis dit que il y a peut-être un app ou des images ou des idées qui doivent être mises qui doit être amalgamées d'une certaine façon pour stimuler ce D-là. Alors, je vais vous en parler immédiatement. Alors, ce D-là devrait vous aider à vous entraîner à être résilient. Alors, il s'agit de cette image-ci qui parle des 5 principes pour être bien et libre. On s'en est parlé déjà tout à l'heure un peu. Alors, vivre le moment présent. Alors, vous voyez comment je marque une petite pause juste en disant ces mots. Alors, je me rappelle que je suis en vie maintenant et que ça donne du sens à ce moment-ci de faire une présentation à vous. J'espère avoir le temps de finir et si ça ne marche pas, ça sera ça. Je vis le moment présent. J'ai décidé dernièrement de prioriser à faire les choses que j'aime et ça me fait du bien. Se donner du temps. Alors, si vous faites du moment présent, du mindfulness, de la méditation et que vous avez juste 1 heure de votre horaire hyper chargé, vous diluez l'aspect thérapeutique de cette pleine conscience. Alors, il faut se donner du temps, il faut aménager nécessairement, travailler, revoir les choses pour avoir du temps. Si vous n'avez pas du temps maintenant parce que des patients vous attendent, alors c'est correct, évidemment, hein? Vous devez vivre selon vos valeurs, mais vous devez imaginer comment devrait être votre vie dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour peut-être aménager les choses dans votre vie. Alors, cultiver la confiance en l'avenir. Cultiver la confiance en l'avenir, ça veut dire avoir espoir. Cultiver la confiance en l'autre, c'est connecter, hein? Et éventuellement avoir confiance en soi. Se permettre d'être un peu arrogant devant la critique des autres, c'est avoir confiance en soi. C'est-à-dire qu'on travaille très fort, même si les autres pensent qu'on ne travaille pas assez, c'est aussi avoir confiance en soi. Avoir la compassion pour soi-même, c'est la même chose que s'aimer. C'est-à-dire, c'est correct, je suis fatigué, des fois je suis irritable, je suis en colère, et c'est correct, okay? Mais je dois changer. Avoir la gratitude, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que nos vies sont compliquées. Alors, il y a un vœu de simplicité peut faire du bien dans la vie. Être humble, alors se permettre d'être un soignant bienveillant envers soi-même et être un patient, une personne qui se permet de se dire, sais-tu quoi, je ne veux pas très bien. Alors, ultimement, en travaillant ces aspects, on peut mieux s'engager dans la vie, être responsable, se respecter, s'aimer. Alors, oui. Alors, ce sont des façons de faire, des idées thérapeutiques qui permet de vous rappeler, d'accepter ces pensées positives. J'ai le temps, la Terre va quand même continuer à tourner, même si je ne suis qu'un petit grain de sable, un petit grain dans l'univers, et je vais en profiter au maximum, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est jamais la fin du monde. Alors, vous voyez comment tous ces liens, tous ces éléments sont en lien avec ces 5 principes-là pour être bien. En passant, lorsque je parle qu'il y a toujours des solutions, les solutions est parfois dans le lâcher-prise et l'acceptation. Et comment travailler sur ces 5 aspects-là, sur ces 5 principes du bien-être et de la liberté pour vous rappeler, pour travailler cette résilience-là, pour vous exercer. Alors, j'ai en fait créé un mini-app. En fait, c'est même pas un app, c'est un formulaire Google que vous pouvez mettre sur votre téléphone intelligent parce que tout le monde est sur son téléphone ces temps-ci. Et
ça devient un devoir pour vous. Quand vous sentez tout d'un coup que vous vivez le moment présent et que vous en êtes conscient et que vous avez envie de le répertorier, vous pouvez simplement aller sur votre app, sur votre téléphone, cliquer ici et dire « Oh, sais-tu quoi? J'ai pris le moment j'ai pris 5 minutes de plus pour savourer mon dessert avec mes collègues au travail et ça m'a fait du bien. » Alors, vous voyez comment, si vous pouvez faire ça une fois par jour, quelques fois par semaine, comment ça peut vous garder dans cette culture, cette atmosphère de bien-être pour vous, où vous pensez à ces 5 aspects-là. Et vivre le moment présent, se prioriser, se donner du temps, cultiver la confiance, la compassion, maintenir une discipline de simplicité. Hein? Alors, quand vous sentez que les choses sont un peu trop compliquées, alors vous dites, peut-être que je devrais marquer quelque chose ici, que je devrais rendre les choses plus simples plus tard. Alors, ceci est un exercice que vous pouvez faire par vous-même. Ça pourrait être adapté en travail de groupe aussi, et peut-être éventuellement en section 3. Alors, c'est un travail en fait que je fais depuis plusieurs années quand j'ai développé ces idées-là pour moi-même et pour mes patients. Et alors, je fais ce que je prêche nécessairement. Et vous voyez comment, je pense que j'ai besoin de travailler plus, c'est le vivre le moment présent. Je pense que je suis un peu trop dans la productivité, je pense toujours au futur. Alors, je prends le moins de temps de savourer le moment présent et ça m'a marqué les moments où j'ai vécu ces moments présents-là et je l'ai marqué. Alors, voici mes réponses. Et vous pouvez le transformer en app si vous êtes intéressé. Vous allez simplement sur momentprésent.org, app, et ça vous montre comment installer cette app-là très simple sur votre téléphone intelligent. Alors, très rapidement, parce que je vois le temps filer. Alors, un cas clinique, je pense que je termine avec ça. Alors, un médecin en détresse, la personne se sent critiquée, on lui dit qu'il ne travaille pas assez, on lui prévoit des conséquences, il se sent en détresse avec ça. Il tente de compenser, il se dit je dois mieux m'organiser, tout le monde me dit que je ne m'organise pas assez. La personne dit qu'il se sent tellement mal parce qu'il est en retard dans ses notes, dans toutes sortes de choses, dans les suivis, et travaille davantage pour se rattraper, compense. Elle n'arrive pas à vivre le moment présent, n'arrive pas à avoir du plaisir, se sent irritable, n'aime pas qui il est devenu, se sent constamment coupable, a honte de ne pas réussir, voit ses collègues réussir, on a l'impression que tout le monde réussit, mais pas lui. Essaie de changer par des comportements compulsifs, n'ose pas demander de l'aide. Alors, c'est typique de nous, je pense. Alors, ou sinon de moi-même. Alors, un peu la réponse ici, si on applique ce que je vous ai proposé tout à l'heure, elle doit lentement, par elle-même ou avec l'aide de soutien professionnel ou d'amis, de se rappeler que, sais-tu quoi, je fais de mon mieux, je vais à mon rythme, je trouve en fait que je vais assez vite. Alors, je suis sûr que vous vous dites ça, mais l'entendre de d'autres gens, des fois, ça vous aide à bien vous approprier cette idée. Je me rappelle que j'ai le droit de me reposer. Je me permets de vivre sans culpabilité. J'ai le droit d'être irritable, c'est correct. Alors ça veut dire avoir de la compassion pour soi-même, c'est dire, je ne suis pas très, très, très bon à ce moment-ci, mais j'ai le droit, c'est correct. Et j'ai quand même, j'ai cette liberté-là de ne pas être parfait, mais j'ai quand même la responsabilité de changer de quoi. Alors, même chose pour les autres éléments très communs chez les soignants. La personne se sent typiquement coupable de ne pas travailler assez, de ne pas réussir. Alors, c'est à elle de se dire que c'est correct de ne pas réussir. Qu'est-ce que ça veut dire la réussite? Est-ce que je me suis défini par la réussite? Oui, la personne peut être triste de ses comportements compulsifs. Peut-être même qu'elle se dit, mon Dieu, je dis à mes patients de ne pas consommer, pas prendre d'alcool, mais moi-même, j'en prends parce que ça va mal ces temps-ci. Alors, peut-être que c'est correct de se dire, c'est correct, je suis pas parfait, mais je veux changer. J'ai la responsabilité de changer. Mais j'ai quand même de la compassion envers moi-même dans mes moments difficiles. Et vous voyez comment tous ces éléments sont en lien avec vivre le moment présent, être responsable, se respecter, être humble pour accepter de l'aide, pour demander de l'aide, avoir confiance, avoir la compassion pour soi-même et se donner du temps.
Et ça devient, alors sur le site web, vous pouvez travailler si ça vous enchante ou si vous voulez proposer ces outils-là à vos patients. Alors, vous pouvez jouer sur la grandeur des bulles ici pour en faire une prescription idéologique ou attitudinale personnalisée pour vous-même ou pour vos patients. Alors, en conclusion, soigner le désespoir, en fait, en théorie, c'est simple. S'il y a des désespoirs, il faut y injecter de l'espoir. Et comme je vous ai décrit, comme je l'ai décliné au début, l'espoir, c'est en lien avec la liberté et la confiance. Rappelez-vous de l'ABC, arrêt, alors prendre un moment de recul et dire qu'est-ce qui arrive. C'est seulement en vous arrêtant pour penser, ou physiquement vous arrêtez aussi, hein, si c'est possible de prendre des vacances, quand c'est possible. C'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à être bienveillant envers vous-même et je pense que c'est indispensable de connecter. Ça veut dire permettre aux autres d'être bienveillants envers soi-même aussi. Alors, la confiance en l'autre. C'est une belle théorie qui doit être appliquée. Donc, c'est le D. Alors, faire des devoirs et cette discipline-là au quotidien, le dire. Il y a des images qui peuvent être utiles. Alors, en voici une, simple. Vous pouvez déjà y accéder par votre téléphone cellulaire si vous voulez. Il y a beaucoup de programmes sur Méduse, dont les programmes les cours de Rachel Thibault, dernièrement au GFI, Madame Ehorn qui parlait de gestion du temps. Alors oui, c'est une question d'organisation, de discipline, mais elle parlait aussi de savoir ses priorités et ses valeurs pour bien investir son temps. Alors, c'est en fait, il y a des éléments un peu plus existentiels dans sa présentation aussi. Nous-mêmes, à la MPQ, on voulait essayer de penser outside the box. On s'est dit, on parle beaucoup de soins à soi-même, mais peut-être qu'il y a des façons indirectes de penser à soi-même. C'est pour ça qu'on a mis de l'avant des webinaires internet sur la musicothérapie, une série de 4 webinaires. Alors, je vous invite à regarder ça. Et évidemment, je ne peux pas tout lister, mais il y a beaucoup d'autres programmes qui parlent de santé des soignants. Je pense que c'est vraiment important ici, l'encadré devrait encadrer cette phrase-ci qui est de ne pas attendre que la détresse ou le désespoir ou la douleur soit trop grande pour agir. On est très habitué comme soignant de dire à nos patients, ben c'est trop tôt, je ne sais pas pourquoi te consulter, tu n'es pas encore assez malade pour consulter, reviens quand tu es très très malade. Alors, ça serait je ne sais pas si on devrait reviser nos façons de faire, mais pour nous-mêmes, il faut vraiment éviter le désespoir, la détresse. Quand c'est installé, c'est comme un self-fulfilling prophecy, c'est une spirale descendante. Il y a beaucoup moins d'options thérapeutiques, il y a beaucoup moins d'espoir. L'idée, c'est de dire, mon Dieu, j'en ai vécu des choses, peut-être qu'il y a des choses que je dois appliquer maintenant, justement pour éviter cette détresse. Néanmoins, si la détresse est très, très grande, si le désespoir est très grand, vous pouvez utiliser l'argument TINA, TINA, qui est « there is no other alternative ». Vous n'avez pas le choix de changer. Et peut-être que ce sentiment-là que vous n'avez plus le choix va vous donner cette énergie-là pour changer et c'est une bonne chose. Mais il faut faire de quoi. Le soutien est très, très, très utile. C'est une façon de se permettre d'avoir confiance en l'autre. C'est indispensable dans cette vie, je pense. Alors, le programme de la PAMQ est là. Nous-mêmes, on pense à transformer la présentation d'aujourd'hui en un genre d'activité de section 3 qui pourrait vous aider peut-être à travailler sur ces éléments de résilience au quotidien et faire une évaluation de votre progression au fil du temps, individuellement ou en groupe. Alors voilà, excusez-moi d'avoir dépassé un peu le temps. Alors, merci beaucoup, Dr. Noemans. Quelle extraordinaire présentation. Merci de nous donner une bouffée d'oxygène et nous outiller par ces temps difficiles. Beaucoup de commentaires pour vous remercier, pour avoir fait une différence pour nos soignants en ces temps qui représentent un vrai défi. Un commentaire de Dr. Annick Vincent, qui est psychiatre. Les dernières années ont été toute une odyssée et nous permettent enfin de parler de notre vulnérabilité et de notre résilience.
Merci pour cette présentation. Si cela peut aider d'autres personnes, je vous partage aussi un acronyme qui m'aide à cheminer. Donc, je vous lis son acronyme. C'est CARP Diem, contact, attention, présente, résilience, partage, émerveillement, dynamisme, inspiration, espoir et mouvement. Merci, Dr. Vincent, d'avoir partagé ça. On a une question pour vous. Donc, pouvez-vous recommander des stratégies efficientes pour optimiser la résilience quand on travaille en équipe? Donc, pour les équipes de soignants, on a parlé, on a eu beaucoup de stratégies pour nous-mêmes. Qu'en est-il lorsqu'on veut prendre soin de toute notre équipe? Est-ce que c'est les mêmes principes? Est-ce qu'il y a des nuances à ajouter? En fait, je vais prêcher pour ma paroisse, mais en fait, on est tous dans la même paroisse. On parle tous de la même chose, comme vous voyez avec l'acronyme de Dr. Vincent. On parle de résilience ici, de compassion, de vivre le moment présent. Je pense qu'en fait, c'est encore plus puissant de travailler ça en équipe. Okay. Et quand vous créez cet espace-là, vous vous donnez du temps, vous vous disciplinez à se donner du temps. Regardez, ça c'est le dernier vendredi du mois. On se permet d'avoir 1 heure avec pizza où on parle de carpe diem. Hein, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ou de l'ABC, ou de l'image au moment présent, ou d'essai de Madame Thibault et vous allez être étonné de voir que tout le monde est un peu vulnérable ici, qu'on vit la même chose. Et cette dynamique de groupe-là, cette thérapie de groupe-là, peut-être il ne faudrait pas appeler ce mot-là parce que ça effraie tout le monde, la thérapie, mais ça serait une bouffée d'air frais pour toute l'équipe. Et ça peut en fait stimuler le mieux-être. Et ça crée... En fait, vous savez, le mieux-être, c'est très idéologique. Là. On a parlé beaucoup d'idéologie ici. Là. On a parlé évidemment bouger, bien manger, bien dormir, évidemment, mais on en parlait beaucoup d'idées ici. Et juste se rappeler que ce vendredi-là arrive, puis on va bientôt penser à soi-même, alors qu'on a, depuis 2 ans, on pense plus à soi, il n'y a plus de rencontres d'équipe pour le plaisir, on peut parler de travail. Ça, c'est extrêmement thérapeutique. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus à faire? Évidemment, si des personnes trop fragiles là, peut-être que ça peut affecter négativement le groupe, mais si vous vous tenez bien et vous sentez que vous pouvez relativement librement en parler, puis que ça va prendre une tournure positive pour que tous puissent s'approprier ces idées, cette bienveillance-là de groupe, je pense que c'est bien. Évidemment, il y a des personnes qui vivent plus grande détresse. C'est évidemment très, très utile de les diriger de l'aide professionnelle. Là. Merci, c'est vraiment utile. Comme j'ai quelques questions de chirurgiens qui vivent des détresses présentement au niveau d'offrir des soins aux patients puis de ce qui se passe dans les salles d'opération, j'en profite pour vous annoncer que ce jeudi, donc exceptionnellement, pour répondre à ce besoin très, très criant présentement, donc ce jeudi de 16h à 17h30, il y aura un webinaire sur la priorisation chirurgicale dans le contexte de la pandémie, enjeux et défis, et nous aurons des représentants du ministère. Dr. O'Patterney sera là avec des chirurgiens qui vivent ce défi sur le terrain, et on veut s'assurer qu'il y ait beaucoup de temps pour une discussion. C'est pour ça ce webinaire se déroule de 16h à 17h30. Donc, je vous remercie si vous pouvez prendre une capture de cet écran et diffuser l'information le plus possible à vos chirurgiens dans vos milieux pour les aider dans les défis de la liste d'attente. Il y a une question d'un médecin. Comment gérer ça avec nos adolescents, donc les médecins qui sont parents aussi, paresse ou compassion envers soi-même? Ça, c'est le commentaire, la question. Oui. Alors, comme vous voyez, on est toujours dans une dialectique. Je vous ai montré au début cette idée-là de liberté et compassion, alors, et de compassion, et de confiance, en fait, liberté et confiance. Alors, des fois, si on donne trop de liberté,
peut-être qu'on a l'impression qu'on donne qu'on donne le champ libre à toute chose, puis il faut pas changer. Au contraire, il faut essayer de trouver un genre d'équilibre où, OK, on accepte que ça avance pas assez vite ou la personne paraît un peu paresseuse. Alors, mais à un moment donné, il y a des limites aussi. Alors, je ne sais pas si le médecin parlait de ses propres adolescents à la maison ou des adolescents qui soignent, mais c'est probablement la même chose. Alors, à la fois, il faut faire preuve de compassion puis accepter le fait que cette personne-là vit ses propres difficultés et a besoin de ce moment d'arrêt-là, même si on a l'impression que c'est une paresse. Mais à un moment donné aussi, sais-tu quoi, il y a des limites aussi, avec évidemment gentillesse, la compassion, grâce que vous pouvez avoir grâce à cette compréhension-là des mécanismes de défense de toute personne devant la détresse ou la difficulté. De dire, regarde, c'est quoi, il y a quand même des limites. Il y a cette liberté, mais la responsabilité aussi. Faisons quelque chose pour changer de quoi. Alors, il faudrait peut-être créer un jeu vidéo qui pourrait reprendre ces éléments-là de mieux-être, carpe diem, l'essai de Mme Thibault ou cette image-là d'un moment présent. Voilà peut-être la réponse. Mais il faut s'équilibrer entre cet encadrement-là et cette liberté-là, cette compassion-là et cette gentillesse-là. Très apprécié, merci. Une question d'un pédiatre. Ces principes sont certainement beaux et quand on est en situation de contrôle, c'est quelque chose. Cependant, quand on a un patient désespéré, par exemple, disant avec croyance religieuse au beau milieu de la pandémie, il se voit sur le chemin de la fin du monde. Avez-vous des stratégies pour aider ce patient-là, pour lui faire changer et reprendre espoir? Ça peut être difficile alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas en situation de contrôle de point de vue de pandémie. C'est un exemple parmi tant d'autres. En effet, une très bonne question. C'est pour ça que j'ai ajusté une de mes slides en disant que, tu sais, quand on parle il y a toujours une solution, donc on peut être en contrôle. En fait, la solution est parfois dans le lâcher-prise, dans l'acceptation que les choses ne peuvent pas changer. Et je pense que je parle en connaissance de cause. Hein. Je vous ai dit, depuis une dizaine d'années, je travaille surtout avec les patients délirants, schizophrènes, psychotiques. Alors, c'est beaucoup... il y a des choses qu'on peut changer, des choses qu'on ne peut pas changer. Des choses qui portent fruit ultimement. C'est toujours le lien thérapeutique, c'est cette bienveillance-là, cet accueil-là, créer un espace de liberté, d'expression où la personne peut croire en nous. Et ensuite, lentement, inconsciemment, la personne, on gagne en crédibilité, puis on peut peut-être amener le patient ailleurs. Évidemment, ça se peut qu'on ne réussisse pas et il va falloir nécessairement, à un moment donné, lâcher le prise sur ça, puis changer évidemment nos standards et se dire, regarde, le patient se sent bien quand même dans ses idées délirantes, peut-être, hein? Ou elle est en détresse. À ce moment-là, ben, c'est contre votre serment d'Hippocrate de laisser quelqu'un en détresse. Hein? Vous ne voudriez pas vivre la chose. Donc, vous faites le mieux possible de diminuer sa détresse en disant, je suis là pour toi, qu'est-ce que je peux faire? Si pour l'instant, tu veux rien, c'est correct, mais rappelle-toi, c'est toi qui es venu me demander de l'aide. Je suis là à ton écoute. Et peut-être que ça va porter fruit à un moment donné. Et cette attitude-là est à la fois utile pour le patient, puisque ça ne donne pas trop de pression. Hein? Vous imposez pas votre autorité sur la personne. Mais aussi, c'est salutaire pour vous-même. Vous dites, oui, je veux aider, mais il y a aussi des limites. Je ne peux pas changer tout le monde. Évidemment, je remets mon chapeau de psychiatre. Si la personne est vraiment délirante, puis c'est la schizophrénie, un trouble délirant, c'est peut-être bien de référer à un psychiatre, mais il y a des façons de référer à des psychiatres aussi. Il y a des fois une nécessité de la médication. Aujourd'hui, je vous ai surtout parlé du traitement un peu plus idéologique, philosophique, mais des fois, il faut un soutien pharmacologique, ça c'est une autre chose. Et des fois aussi, il n'y a même pas besoin de pharmacothérapie. Hein. Il faut passer par le soutien technique ou pratique. Peut-être que la personne, je ne connais pas la situation, mais peut-être que la personne a des soucis financiers ou de logement ou pas trop sûr, ou d'autres stress dans la vie sur lesquels il faut s'y attarder. Et qui sait, ça peut faire
boule de neige, ça peut affecter les autres sphères, les autres dimensions de la thérapie, que ce soit la thérapie est un tout, hein, c'est la bio-psychosociale existentielle. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce que la personne a le plus de besoin et peut-être qu'elle a juste besoin d'une écoute attentive de votre part pour valider sa détresse. Mais c'est sûr, c'est des situations très complexes et ça nous amène à penser à peut-être des activités de formation qui peut parler de situations comme ça et mieux élaborer ces cas-là. Absolument. Et c'est sûr, ça va être un autre rendez-vous avec vous pour d'autres formations. Et on va terminer avec deux questions. D'un hématologue, justement, on parlait du biopsychosocial qui se questionne, est-ce qu'il y a un rôle pour les médicaments, donc pour le bio, dans cette approche pour les soignants? Absolument. C'est synergique, hein? C'est synergique. Je crois beaucoup en il faut dormir. Okay? Alors, s'il y a des problèmes de sommeil, oui, il y a des approches non pharmacologiques pour dormir, il y a des somnifères aussi qui sont utiles. Ça sert à rien de ne pas dormir et brouiller du noir tout le temps. On sait que quand il y a des débalancements chimiques, les gens ont tendance à penser plus négativement. Ça, c'est connu. On sait aussi, pour compenser cette idée-là, contrebalancer cette idée-là, que nos médicaments, les antidépresseurs, ont l'effect size n'est pas si grand que ça, hein? C'est comparé au placebo. Hein? Il y a quand même un effect size moyen. Alors, qu'est-ce qui fonctionne le plus? C'est si la personne croit en la médication. Si elle croit en la médication va probablement faire de quoi? Mais toujours rappeler à la personne qu'il faut faire aussi le ABCD avec la médication. Je te donne la médication parce que tu y crois, puis j'y crois aussi, ça va t'aider. Les études le montrent, oui. Mais ça va surtout fonctionner s'il y a le ABCD qui vient avec, ou d'autres engagements vers ce mieux-être. Voilà. Parce que vous savez, hein, il y a toujours ce risque-là. Des fois, on a la réponse facile. On voit le médecin, le patient a cet espoir-là que le médecin, avec une façon un peu magique, va l'aider. Et c'est déjà cette idée-là est thérapeutique. Mais cette réponse facile-là peut on peut se tirer dans le pied parce que la personne pourrait moins travailler sur le ABCD si elle a cette pilule-là sur laquelle elle met tout son espoir. Alors, c'est à vous de lui rappeler, oui, cette pilule-là, ça travaille synergiquement. Ça va seulement fonctionner si vous faites le ABCD ou le Carpe Diem. Merci beaucoup pour ces belles réflexions. Et je termine avec un commentaire d'un gériatre qui partage avec nous que sur l'heure du midi, parfois, ce gériatre organise des séances Headspace sur Netflix. On écoute cela avec les membres de mon équipe, avec distanciation, bien sûr. Cela fait du bien, un moment d'arrêt avec huile essentielle. Wow. Alors... Invitez les psychiatres aussi à venir. Merci de nous inviter à ces séances-là. Sur ce, donc un dernier rappel pour notre prochain webinaire qui est ce jeudi, exceptionnellement de 16h à 17h30. Je vous invite aussi à nous envoyer des thématiques pour les webinaires. Nous sommes là pour vous, donc c'est important que l'on réponde à vos besoins. Nous sommes responsables du le DPC, le développement professionnel, pour vous soutenir. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à nous et à nous proposer aussi des conférenciers exceptionnels comme on a eu avec Dr. Min. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une année pleine de santé, de bonheur et de beaux moments pour vous arrêter, réfléchir, à prendre aussi l'oxygène pour vous et pour vos êtres chers. Dr. Min, je peux exprimer toute la gratitude au nom de la FMSQ et au nom de vos collègues aussi de la FMOQ, parce qu'ils sont nombreux présents avec nous à ce webinaire et je les salue. C'est un travail d'équipe. Nous sommes ensemble dans cette pandémie
et nous sommes forts ensemble aussi. Alors, merci encore et une très belle journée à jeudi. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne journée.